Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices, du blog d'Émile et des 100. Nous sommes en interview tête-à-tête avec Aymeric Cloche, qui va nous parler aujourd'hui de son projet, son financement participatif sur une campagne qui s'appelle l'Arbre-Cœur. Donc avant tout, bonjour Bonjour à tout Aymeric. le monde. Voilà, donc Aymeric, je vais te laisser te présenter, nous parler un peu de toi avant, qu'on entame, la partie de l'interview sur le projet lui-même. D'accord, donc moi c'est Aymeric, voilà. Alors je travaille dans une association depuis maintenant, ça va faire 12, 13 ou 14 ans, je ne sais plus exactement, qui est consacrée aux littératures policières et criminelles, aussi au cinéma, et à enfin tout ce qui tourne en fait autour du crime. Je fais des jeux de rôle depuis la fin des années 80, ça doit être 85, 86, quelque chose comme ça, je pense. Euh, on avait toujours séparé au début le jeu de rôle de l'association. Ouais, on travaille dans l'association, on fait des conférences, on fait des formations pour les bibliothécaires, on fait des présentations de films de temps en temps, on édite un magazine depuis 10 ans maintenant. Et depuis quelques années, on s'est mis à parler de jeux de rôle dans le magazine, on s'est mis à parler de jeux de plateau. Euh, on joue aussi, hein, on jouait à côté de ça. Et puis il y a quelques temps, je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus comment, après une partie de jeu de rôle, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne devrait pas sortir un petit peu de scénario de jeu de rôle, puisqu'on en a énormément, on en a énormément joué. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, tout ce qu'on fait là, par exemple pour le magazine, tout ce travail de mise en page qu'on sait faire, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas le faire pour du jeu de rôle? Et c'est comme ça qu'est né le premier projet de scénario, L'Arbre-Cœur. Donc voilà, en gros, pour répondre à qui je suis de manière assez rapide. Eh bah, écoute, c'est assez fourni, hein. On voit que tu as déjà un joli CV. Tu vas nous parler du magazine et de ton association tout à l'heure. Là, ce qui nous intéresse, tout de suite, ça va être surtout, j'ai envie que tu me parles un petit peu et puis les auditeurs en ont sûrement envie aussi, que tu nous parles un peu de la présentation globale, un peu de cette campagne. Donc l'Arbre-Cœur, qu'est-ce que c'est, dis-moi? Vous écrivez des scénarios entre vous depuis longtemps, mais là, si tu peux nous parler, sans nous spoiler bien sûr, parce qu'on a tous envie de le jouer ce scénario, mais sans nous spoiler, tu peux nous en parler un petit peu? Alors là, c'est un scénario one shot, hein. C'est-à-dire c'est un scénario qui va pouvoir se jouer en une séance de jeu. En- enfin, nous on l'a testé, hein, ça dépend des joueurs bien sûr, mais entre 4 et 6 heures, c'est faisable. Après, on peut rajouter des choses, etc. Mais c'est un scénario qui est prévu pour une soirée de jeu ou une après-midi de jeu, un moment intense, avec une histoire, un début, un milieu, une fin. Bon, après ça, c'est les joueurs, le maître du jeu, etc., qui vont construire tout ça. C'est un scénario. Alors moi, j'aime beaucoup écrire ce genre de scénario. J'écris aussi des campagnes, je fais aussi des campagnes, mais j'aime beaucoup écrire ce genre de scénario en one shot, un petit peu ramassé, qui doit être très très dynamique avec des éléments pour dynamiser l'histoire, etc. J'aime bien parce qu'à chaque fois on pose une ambiance. Alors là, pour ce premier scénario, on avait le choix entre plusieurs scénarios. On a plusieurs scénarios en fait qu'on a, qu'on a écrit plus ou moins. Celui-ci, on a choisi celui-ci pour commencer parce que c'est un scénario médiéval fantastique assez classique qui peut correspondre à des débutants. C'est à la fois un scénario d'enquête et d'exploration et d'ambiance. Il y a ces trois éléments-là. Alors après, suivant les maîtres du jeu et suivant les joueurs, plusieurs choses, soit ça va être l'enquête qui va être mise en avant, soit ça va être une ambiance, soit ça, alors après, ça peut aussi être le côté exploration, ça dépend de la façon dont on joue. Mais c'est un scénario, nous, la première fois qu'on l'a joué, on l'a joué avec deux débutants et ensuite une joueuse chevronnée et deux autres joueurs chevronnés. Ça a plu à tout le monde. Les débutants ne se sont pas sentis perdus parce qu'ils avaient les repères du médiéval fantastique. On l'a joué avec Donjons et Dragons, les règles de la 5e édition. J'ai hésité entre Dungeon World et Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, pour les débutants, ça parle tout de suite, donc on a fait Donjons et Dragons. Les débutants n'ont pas été perdus, ils ont eu un monde médiéval fantastique classique, on l'a joué nous dans les royaumes oubliés, mais après le scénario est adaptable à plein d'autres mondes. On l'a joué donc comme ça avec ces débutants-là et avec ces gens qui étaient plus chevronnés et qui, eux, ont été surpris par l'histoire. Voilà. J'ai essayé, quand on fait du one-shot, c'est pas comme une campagne, comme c'est assez ramassé, j'essaye toujours d'avoir
une surprise à un moment donné, quelque chose d'inattendu dans le scénario. Et là, c'est un scénario qui est construit de manière facile à appréhender pour les débutants, mais qui va surprendre les joueurs chevronnés. D'ailleurs, j'ai un peu plus peur pour les joueurs chevronnés que pour les débutants sur ce type de scénario. Après, c'est un scénar classique niveau 1. Il est vraiment incorporable. On a quoi comme élément? On a un, un temple, un petit bois. C'est les éléments qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment mettre partout. Il y a un petit côté quand même high fantasy. Voilà, faut quand même, c'est quand même un scénario où il faut s'attendre à fantastique, où le fantastique est assez, ça rentrera pas dans un univers qui est très 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 terre à terre. Quoique, on pourrait le jouer dans un univers très très terre à terre avec une petite inclusion donc de fantastique. Mais c'est plutôt quand même, un scénario va se dérouler. Alors nous, on a choisi enfin moi quand je l'ai fait jouer, je l'ai fait jouer en automne. L'ambiance a une assez grande importance. Donc je pense qu'il faut garder ce genre de... De toute façon, ça tout est expliqué dans le scénario, mais je pense qu'il faut garder ce ton d'automne. Et ensuite, bah, l'histoire va basculer et les joueurs vont être confrontés, les aventurières et les aventuriers vont être confrontés à quelque chose auquel ils D'accord, ne d'accord. s'attendent pas Ah, c'est forcément. Voilà pour formidable, planter franchement, l'arbre. tu nous fais une super description, ça donne vraiment envie de se plonger à l'intérieur. Alors moi, ça me fait penser à 2 choses, là, le côté automnal, j'aime beaucoup, ça me rappelle Mhm. le film, Sleepy Hollow, où en fait, Oui. ce qui était très important dans ce film, c'était, le climat automnal, tu sais, un peu, froid, mais pas le côté, charmant de l'hiver blanc. Le Non, côté voilà, humide et le exactement. côté voilà, ça donne vraiment envie de s'y plonger, tout de suite. Alors après, je suis sûr, moi, c'est ce que je disais aux gens, hein, tu n'as pas encore lu mon article, mais il va paraître bientôt. Ce que je disais aux gens, je suis sûr qu'en fait, comme tu le dis, c'est pour du high fantasy, pour du Donjons et Dragons 5e édition, mais je suis sûr qu'un maître de jeu un peu débrouille pourra l'adapter à n'importe quel univers médiéval fantastique. On l'adapte un peu à ce qu'on veut. Alors moi spécialement, par exemple, quand j'ai écrit ce scénario-là, quand je l'ai fait bosser, il y a un moment donné, j'ai hésité quand j'ai eu l'idée, j'ai hésité dans quel univers la mettre, comment la mettre en place. Et si jamais j'avais écrit ce scénario-là il y a 20 ans, imaginons, ça va être un peu surprenant ce que je vais dire, mais je l'aurais fait jouer à Maléfice. Voilà, le jeu de rôle D'accord. Maléfice, qui est un vieux jeu de rôle français. Ah oui, là, on va se faire, traiter de boomer par les nouveaux rôlistes, hein, Maléfice. C'est vrai que Ils ont raison. voilà, on vous invite à aller voir nos collègues, du Rôliste Galactique, hein, rôliste.com qui ont archivé, tous les jeux de rôle qui ont existé depuis la création du jeu de rôle et vous verrez Maléfice, ouais, très, très bonne, très, très bon petit coup de cœur très bon coup de cœur de la part de d'Emeric. C'est pour dire qu'on peut vraiment l'adapter, je pense, parce que Maléfice, ça se joue en 1900, en France, par exemple, en 1900, à la belle époque. Donc, c'est vraiment pour dire on peut l'adapter. Mais après, attention, si jamais c'est un maître du jeu débutant, c'est compliqué d'adapter. C'est pas... Mais l'histoire, elle est, en vérité, l'histoire de l'Arbre-Cœur, c'est une histoire intemporelle. Moi, c'est ce que je préfère dans les one-shots. C'est, bah, il y a une histoire qui est assez forte, en vérité, en fond. Elle est très malléable, hein, mais elle est intemporelle, ce qui fait que on peut l'adapter à tout univers. On peut très bien, enfin, le, le même, avec un groupe de joueurs différents, le même scénario peut très bien raconter, non pas, alors une histoire de fond, c'est toujours la même, mais par contre, le type de narration qu'il va y avoir va être complètement différent. Si vous avez des joueurs qui aiment bien les enquêtes, etc., ils vont aller dans une direction où ils vont essayer de comprendre, d'enquêter, etc. Si vous avez des joueurs qui sont plus dans l'action, le coup d'éclat, etc., ils peuvent très bien faire ce scénario-là, même en passant complètement à côté de l'histoire, mais en ayant un truc d'action, d'éclat, etc., avec des rebondissements partout. C'est juste qu'à la fin, ils risquent de comprendre que pas un petit peu s'ils font pas un tout petit peu d'enquête, ça peut être un petit peu dangereux pour eux. Tu me disais Aymeric, que les joueurs chevronnés se casseraient plus facilement les dents que les joueurs débutants. Par rapport à Oui. quoi, dis-moi? Eh bien, par rapport à l'histoire. Alors là, c'est là où je ne peux pas en dire grand-chose. Alors l'écriture de scénario est quelque chose qui me passionne hein, depuis de nombreuses années maintenant. Il y a plusieurs façons de construire une histoire. Et il y a des façons typiques de construire des scénarios de jeux de rôle. Et c'est un scénario de jeu de rôle qui est construit de façon classique. Ça, c'est afin que les joueurs ne se perdent pas, les joueurs débutants ne se perdent pas, c'est assez classique. Mais dans ce classicisme, il y a un petit décalage
qui fait qu'en fait, ce n'est pas si classique que ça. Et c'est là où le risque qu'il peut y avoir avec des joueurs chevronnés, c'est de se dire: «Ah, c'est bon, j'ai compris, faut faire ça». Voilà, c'est juste la chose qui me fait un petit peu peur. Et dis-moi, Aymeric, ton équipe, est-ce que quelqu'un t'a aidé à ce projet? Ma foi, j'ai vu les illustrations qui entourent, ce projet. Sincèrement, j'adore, ton illustrateur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit Alors ça, illustrateur, c'est une belle histoire. C'est une fois qu'on s'est dit, avec Fondu au Noir, l'association, on va tenter quelque chose, on va voir si on peut sortir un scénario ou pas. Je me suis dit, il faut donner un plus. Il y a un plus toujours dans le scénario de jeu de rôle, c'est l'illustration. L'illustration a toujours été extrêmement importante pour moi dans mon rapport au jeu de rôle. Que ce soit juste une illustration comme il y avait au tout début du jeu, c'est-à-dire pas très bien faite, en noir et blanc, par quelqu'un qui apprenait à dessiner, peu importe, j'aime aussi ce genre d'illustrations qui sont pas forcément très bien faites, mais qui montrent une espèce je sais pas, qui présente un monde. Voilà. Même si c'est pas bien dessiné, j'aime qu'une illustration accompagne l'histoire. Et donc, il me fallait un dessinateur. Et j'ai un compte Instagram où je suivais des illustrateurs. Et il y avait un illustrateur parmi tous ces comptes que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Rakam Leroux. Et je me dis, alors moi au départ, je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'il était québécois. Je me dis, bon, on est à l'heure d'Internet, on peut travailler avec quelqu'un qui est loin, je vais lui écrire, je vais lui dire, voilà, j'ai une idée de scénario, je vais lui écrire et je vais lui dire, est-ce que ça t'intéresserait d'illustrer ce scénario-là? Donc je lui fais un mail en lui disant, voilà, bon, je vous suis sur Instagram, blablabla. Et il me répond, il me fait, oui, oui, pas de problème, on peut, si tu es libre cet après-midi, on peut boire une bière en ville. Et je lui dis, bah, en ville, bah, ça va être un peu dur, moi j'habite Nantes. Et il me dit, moi j'habite Nantes aussi. Et Ah, donc voilà, formidable. on s'est rencontrés ensuite dans un petit bar qu'on aime bien en centre-ville. Et dès la première rencontre, on a commencé à bosser sur le scénario, les idées, etc. C'est à mon sens, hein, j'étais ravi qu'il habite la même ville que moi. C'est un, il a tout de suite compris, c'est quelqu'un qui pige très très vite les univers. Il fait du jeu de rôle à lui-même. Il joue à l'anneau unique, par exemple, donc il est pas trop dépaysé. Puis il a fait d'autres jeux de rôle avant. Il joue à plusieurs jeux de rôle. Il n'était pas trop dépaysé, mais surtout, il s'est passé une espèce d'alchimie du point de vue du monde. Il a tout de suite su s'approprier le scénario, l'histoire et le petit monde que je décrivais. Et alors, il a pas dessiné ce que moi j'avais dans la tête, bien sûr. Ce qu'il a fait, c'est mieux que ce que j'avais dans la tête. Et il a su vraiment s'emparer du scénario et en faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose de très important. Du coup, on va travailler par la suite ensemble si le projet fonctionne bien jusqu'au bout, il est bien parti. On va continuer ensemble sur quelques scénarios au moins à travailler tous les deux parce il y a quelque chose qui s'est passé du domaine de l'imaginaire. Ça a fonctionné quasiment aussitôt. Parfois, ça arrive. On rencontre des gens qui ont pas forcément les mêmes idées que nous ou les mêmes représentations que nous du jeu, etc. Mais qui en ont une qui est assez forte pour qu'on dise oui, c'est ça. Oui, ça c'est pas forcément comme ça que je l'ai vu, mais là, ça fonctionne aussi bien, si ce n'est mieux, etc. Donc voilà, c'est vraiment là, on a énormément travaillé ensemble. On a fait pas mal de rencontres dans ce petit bar qui est devenu une succursale de travail un petit peu, hein, tout au moins sur les crayonnés, sur les griffonnés. Et il a vraiment passé un nombre d'heures. Je pense qu'il n'a pas compté ses heures sur ce premier scénario. Eh ben, écoute, c'est formidable. Moi, j'ai adoré son style, sincèrement. Très old school, un style très très old school. J'ai aimé. Tu nous parles dans la page Ulule, les auditeurs et les auditrices iront voir. Tu nous parles d'un format qu'on a connu au niveau supplément chez Donjons et Dragons première édition et chez l'Œil Noir des fascicules, hein, c'était plus des fascicules que des suppléments. Mhm. Et ce que j'ai aimé, c'est que ton dessinateur m'a rappelé un peu tout cet univers, toute cette époque où le dessin était différent et où on était exigeant, mais d'une façon encore une fois différente. Et ben j'ai adoré. Ça m'a rappelé les livres dans le héros
où les illustrations pleine page de ces livres dont le héros rendaient bien justice à ce qui se passait dans l'intrigue. Et j'ai aimé, donc j'ai aimé. J'ai vraiment aimé cet illustrateur. Et est-ce que quelqu'un d'autre t'a aidé autour de ce projet ou tu l'as fait tout seul? Oui, alors après, j'ai une aide inestimable, c'est la personne avec qui je travaille depuis le début. C'est la cofondatrice de Fondu au Noir, qui elle, bon, elle joue les scénarios. Et en plus, c'est elle elle met en page le magazine L'Indique. Et donc, c'est elle qui est chargée de faire, qui s'arrache un petit peu les cheveux, de faire toute la mise en page du scénario. Donc là, ça, c'est une aide extrêmement importante. Ensuite, deuxième aide qu'elle apporte, Caroline de Benedetti, elle s'appelle, qu'elle apporte sur le projet, c'est une relecture de personnes qui n'a jamais fait maître du jeu et qui ne lit pas de scénario. Caroline, elle joue, mais elle ne fait pas maître du jeu, elle ne lit pas les scénarios. Et donc, ça permet le problème qu'on a souvent, enfin moi que j'ai en tout cas en maître du jeu, tout au moins pour parler aux autres, c'est qu'en général, quand j'écris mon scénario, je l'écris pour moi. Et donc, elle me dit, là, on comprend pas, là, faut expliquer mieux, là, ça faut revoir, là, ta partie, elle est pas bonne, pourquoi tu l'as mise là, pourquoi tu ne mets pas là, c'est pas clair. Elle aide en fait à clarifier tout ce qui est très clair pour moi dans ma tête, mais ce qui ne va pas l'être pour les autres quand ils vont devoir comprendre l'histoire. Voilà, donc ça c'est. Je comprends bien. Ouais. Mm. C'est un peu ta relectrice officielle, quoi. Elle met en forme un peu, j'ai envie de dire, tous tes projets fous qui sortent de ta tête. Elle va le remettre, elle va le rédiger pour que tout le monde le comprenne bien. Elle va recadrer effectivement enfin, le côté quand ça part dans tous les sens. D'accord, ok. Se procurer JDR, bah, j'imagine que c'est pour l'instant la campagne participative, cette campagne, ce scénario de JDR, la campagne participative sur Ulule, qui se passe, ma foi, plutôt bien. J'ai l'impression Oui, que vous explosez un petit peu vos scores. oui. Et donc, est-ce qu'on la trouvera ensuite dans le commerce ou il faut participer là maintenant pour pouvoir se la procurer? Alors, on a quelques boutiques qui ont pris le fascicule des exemplaires, hein. Donc on va la trouver dans ces boutiques-là. Ensuite, nous, là, le but va être de faire en sorte que ce soit le plus joli possible. C'est-à-dire que là, on est à 300% de ce qu'on demandait au début. Bon, en vérité, au début, on avait tellement peur qu'on n'a pas demandé ce que coûtait le projet. Bon, enfin, bon, peu D'accord, importe, on a dépassé on avait demandé 800 euros au début, ce qui ne représente pas ce que coûte en vérité le projet, mais peu importe, on se disait si jamais on dépasse ces 800 euros, quoi qu'il arrive, on fait le projet. Donc là, quoi qu'il arrive, on fait le projet. Et ça arrive, là, il est arrivé qu'on arrive à 2500 euros aujourd'hui. Donc là, on est en train, dans un premier temps, de retravailler la qualité. C'est-à-dire qu'au départ, le projet n'avait pas de couverture cartonnée, enfin cartonnée, elle reste souple, mais il n'avait pas de couverture plus épaisse. Donc là, on va faire une couverture plus épaisse. On va changer la qualité du papier. Tout ça, ça va nous permettre de faire un beau fascicule. Et ensuite, sur le nombre d'exemplaires qu'on va tirer, on va être très, 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 très près du nombre d'exemplaires qui vont être demandés dans la participation, dans le participatif Ulule. Tout simplement parce que nous, on a l'expérience du magazine. Ça fait 10 ans qu'on fait un magazine, qu'on tire vraiment très près des gens qui le lisent pour pas faire de gaspillage. Et donc là, on va appliquer la même démarche, c'est-à-dire que si jamais il y a, je vais dire, 200 personnes, imaginons, soyons fous, 200 personnes qui achètent le fascicule sur Ulule. Nous, on voit ensuite avec notre imprimeur combien coûte, suivant le projet, ces 200 impressions. Et lui, il nous dit, écoutez, on peut vous en mettre 20 de plus, voilà, ça ne coûtera pas beaucoup plus cher, ou 50 de plus, ça ne coûtera pas beaucoup plus cher. Donc, il va y avoir un tirage qui va être un petit peu supérieur sûrement au nombre de gens qui ont participé à Ulule, mais ça va être très très peu. En vérité, le Ulule nous sert à savoir combien de gens sont intéressés par le projet. Et ensuite, on imprimera, en gros, ce nombre-là. Mais il faut savoir, comme je vous disais, hein, comme je disais, il y a des boutiques
qui ont pris. Donc, on pourra le trouver dans certaines boutiques après. D'accord, d'accord Aymeric. Eh ben, écoute, c'est déjà pas mal. Bon, c'est vrai que maintenant le JDR ne se consomme plus comme avant. L'ère d'internet, a bien pris le pas. On le voit chez les grands éditeurs, hein, chez qui nous pondent des blockbusters tels que, bah, Black Book, Arkham, tout ça. Oui. Donc ça marche énormément au Kickstarter, au Ulule, au Game and Tabletop. Là, on s'en rend bien compte. Vous utilisez vraiment le Kickstarter pour ce qu'il est, hein, vulgairement le Kickstarter, bah, le petit coup de pied, le petit coup de pouce. Donc Oui. ça permet plus il y aura de backers, plus le projet sera joli. C'est ce que tu nous dis, en fait. Ah bah, plus la qualité, nous, on augmente la qualité du projet, plus on a d'argent à mettre pour le papier, pour l'impression, pour etc., plus il est joli. Alors après, on voulait pas rentrer dans je rajoute des dés, je rajoute des etc. C'était pas du tout notre but, en vérité, dès le départ, et on essaye de ne pas le perdre, c'est d'avoir au final un produit qui est possible à 10 euros, 12 euros avec les frais de port, où on puisse avoir un scénario. Alors après, là, on a fait des tirages d'art, etc., pour les gens voilà, qui payent plus, etc. On va rajouter, il y a une carte pour à 22 euros, par exemple, il y a une carte en plus, etc. Bon, on a fait ça, mais notre but principal, nous, c'est le fascicule vraiment, et d'avoir un beau fascicule que pour 10 euros, 12 euros avec les frais de port, les gens, ils puissent avoir leur scénario et passer leur soirée, leur après-midi à s'éclater à le jouer, ou alors à ne faire que le lire. Il y a des gens, je connais des gens qui ne jouent plus, mais qui lisent toujours les scénarios. Ils achètent Donjons Oui, et bien Dragons, et sûr. quand c'est fini, ils achètent et ils lisent. Voilà. Moi-même, je fais jouer, je lis les scénarios parce que j'adore ça, et je ne les fais pas tous jouer, hein. Il y en a, c'est juste un pur plaisir. J'estime qu'un scénario, ça peut être comme quand on lit une pièce de théâtre, on ne va pas forcément au théâtre, comme on lit, voilà, c'est un pur plaisir aussi d'imagination qu'on peut faire en lisant le scénario. Pour revenir sur la qualité, nous, le but, plus ça monte. Alors après, là, quand on a vu qu'on avait dépassé les 2000 euros, j'ai revu Pierre et je lui ai dit, écoute, on va pouvoir te commander quelques autres illustrations. On va avoir un petit peu de sous là en plus. Hop, dessine-nous. Et donc, quand on a vu que ça augmentait, moi, je lui ai recommandé des illustrations. Voilà. C'est plus, voilà, c'est plus, plus il y a de gens qui participent, plus on aura un produit beau au final. Et je suis très sûr, enfin moi je m'y pour ne pour dire la vérité, je m'attendais pas à ce qu'on arrive aux 800 euros. C'est Pierre, le dessinateur, qui a Rackham Leroux, donc qui a insisté pour qu'on fasse le Ulule. Caroline aussi était plutôt partante pour qu'on fasse le Ulule. Moi je suis plutôt un pessimiste. Bon après ça m'empêche pas d'organiser mon pessimisme pour faire quelque chose, hein. Mais je suis plutôt pessimiste. Je leur disais 800 euros, non, on devrait mettre que 500, ça fera déjà ça. Là, on aura un peu de finances déjà. Et bon, le fait que ça marche va nous permettre non seulement d'en faire un beau, mais ensuite d'en faire un deuxième. Parce que le deuxième on est déjà en train d'y réfléchir. Bah, on rebondit sur ma prochaine question, en fait, superbe transition. Donc j'allais te proposer, de nous parler, de potentiels futurs projets. Tu as déjà des idées? Tu as déjà des idées? Déjà, peut-être le même genre, mais dans d'autres univers, dis-moi tout. Alors, il y a énormément de scénarios qui se bousculent au portillon. Il va falloir faire un choix. Pour le deuxième scénario, on n'a pas encore tranché, mais moi je pars plus sur à nouveau un scénario médiéval fantastique et à nouveau avec Donjons et Dragons pour installer une espèce de continuité. Et j'aimerais bien faire les 3 premiers scénarios en médiéval fantastique, toujours avec la 5e édition. Alors on joue pas énormément, hein, on doit jouer une fois par mois. Par contre, quand on joue, on se bloque un week-end, on fait une session le vendredi soir, une session samedi après-midi, une session samedi soir. Bon voilà. Et pendant les vacances, on se bloque parfois là, avec d'autres tables. Enfin, j'ai plusieurs tables. On se bloque quelques jours. Et là, par contre, c'est une grande folie. On loue un endroit et on joue pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours. Là, cet été, on a joué pendant 6 jours comme ça. On était tellement contents quand quand le confinement s'est arrêté, etc., de pouvoir se rencontrer, qu'on a fait 6 jours de jeu non-stop, où là, on a fait une mini-campagne que j'aimerais bien sortir aussi pour Dungeon World. On a ensuite, moi, je joue pas mal à Cthulhu, par exemple. On a plusieurs jeux comme ça qui sont possibles, mais je pense, mais ça peut changer, que le prochain scénario sera un scénario toujours Donjons et Dragons et toujours médiéval fantastique.
D'accord. Eh ben, écoute, c'est déjà, ta transparence est très agréable. On sait, chers auditeurs, chères auditrices, eh bien, si, cette campagne, de financement participatif vous plaît, eh ben, apparemment, on a, du côté de chez Emeric Cloche, on a d'autres projets encore. Et bah, je vais terminer cette interview, Aymeric, en te posant la question, Juste, est-ce je voudrais que tu as un coup de cœur? Est-ce que tu as un coup de cœur en ce moment? Toi, tes proches, est-ce que vous avez, quelque chose qui vous a, bluffé un peu et que tu aimerais partager avec nous? alors le gros problème que j'ai avec les coups de cœur, c'est que je suis, assez, mon plaisir est assez rare, mais il arrive quand même de temps en temps et je ne sais pas vers quoi m'orienter là. Les derniers coups de cœur que j'ai eus, c'était pas spécialement dans le monde du fantastique ou de la Ah fantaisie. mais il y a pas de souci, tu peux avoir un coup de cœur sur ce que tu veux, c'est surtout pour que nos auditeurs et nos auditrices sachent un peu ce qu'Aymeric Cloche aime en ce moment et qui pourrait un peu les influencer aussi, hein. Alors en ce moment, là je lis Tchaï de Jacques Vance, mais ça, bon, c'est un coup de cœur. C'est pas vraiment un coup de cœur, c'est pas mal, mais c'est pas le gros coup de cœur. Le gros coup de cœur, moi, je dirais la dernière chose qui m'a euh, chamboulé, c'est Lovecraft Country, la série sur le livre tiré du livre de Matruff. Voilà. Alors je sais que c'est assez, les avis sont très partagés parce que là, je suis moi-même un lecteur de Lovecraft on peut dire, alors fan, j'aime pas trop le mot, mais on peut dire si, un fan de Lovecraft, puisque je lui pardonne beaucoup de choses à Lovecraft. Donc je suis fan de Lovecraft, on peut le dire. Et j'ai trouvé la série Lovecraft Country extrêmement audacieuse à plusieurs niveaux. Que ce soit au niveau de son propos sur le racisme, que ce soit au niveau de sa construction, sa façon de construire l'histoire, les histoires, et sa façon de narrer, son découpage d'épisodes. Alors, j'en ai écrit un article qui va paraître dans le, dans le prochain indique qui va sortir là, que je t'enverrai d'ailleurs. Euh, voilà, ce serait Lovecraft Country. Alors, j'ai quelques reproches à faire à la série hein, sur quelques petits détails, mais franchement, je pense qu'avec cette série-là, il se passe quelque chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas avec son propos, cette série-là, il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose, et elle va marquer dans le fantastique une époque, une façon de voir et une façon de raconter. Bien écoute, je n'ai pas encore vu la série, elle est dans mon viseur, elle est dans mon viseur, là j'ai malheureusement dernière fois que j'ai été voir sur OCS, elle était encore en VOST-FR. Moi j'aimerais la voir en français, mais je suis sûr que cette série va m'en mettre plein les yeux et à mon avis, elle pourrait, vu comment tu nous en parles, elle pourrait nous amener de nouveaux rôlistes, sur le marché rôlistique parce que, Cthulhu c'est quand même un poids lourd du jeu de rôle. Donc là, on pourrait avoir, de nouvelles personnes, charmées par cette série, qui pourraient nous rejoindre autour des tables. C'est clairement, oui, autant que Stranger Things avec l'histoire de Donjons et Dragons, il y avait eu dans Stranger Things, cette série, il y avait eu les jeunes jouaient à Donjons et Dragons, ça avait provoqué un intérêt. Lovecraft Country va sûrement provoquer un intérêt pour Lovecraft et sûrement pour le jeu de rôle. D'ailleurs, une partie de la construction de la série, avec ces divers personnages, peut faire penser à une campagne de jeu de rôle. Ça peut très bien faire penser à une campagne de jeu de rôle. On a quand même plusieurs personnages très marqués les uns, qui ont chacun quelque chose et qui vont, il ne faut pas raconter l'histoire, mais qui vont affronter quelque chose ensemble. Donc, si D'a ça, on n'a pas quelque chose de jeu de rôlistique là-dedans. d'accord, Aymeric. Eh bien, écoute, bah, on arrive à la fin de cette interview, donc je te remercie beaucoup, de ce moment partagé en tête-à-tête avec moi. J'espère que tu y as pris autant de plaisir que j'en ai pris, à écouter un peu, tout ce que tu as à nous dire autour du projet, de l'Arbre-Cœur. Donc, ben, Aymeric, tout ce qu'on espère, c'est que ce projet explose encore plus qu'il a explosé, parce que je rappelle qu'on n'est pas du tout sur, une campagne, monumentale, on n'est pas sur un jeu de rôle, on est sur une aventure et ça marche plutôt bien et on espère que ça va Oui, continuer à marcher. Donc, bah, Aymeric, en tout cas, merci d'avoir été là et puis, moi je te dis à bientôt et en espérant, lire de nombreuses choses, de ta patte comme on dit. mais merci à toi, merci à toute ton équipe, et puis j'espère à très bientôt.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous étiez avec Fumble Dice et Émeric Cloche pour une interview en tête-à-tête pour le blog d'Émile et des 100. Tous les liens que nous avons cités seront présents sur la vidéo. Alors, à bientôt pour de nouveaux articles, pour de nouvelles interviews. Et moi, je vous dis, eh bien, bon lancer de dés, virtuel pour l'instant, physiquement bientôt. Ciao tout le monde.